Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat. En 2011 et 2012, Audrey Chabot a noyé ses 2 bébés. Et une fois mort, elle les a emmaillotés et placés dans son congélateur jusqu'à ce que son compagnon ne les découvre et appelle les gendarmes. Cette mère de famille était une récidiviste. 8 ans plus tôt, elle avait déjà été condamnée pour l'assassinat de l'un de ses bébés. Ouvrons ensemble la cote B du dossier d'instruction d'Audrey Chabot. Europe 1, Christophe Ondelat. Dans le système judiciaire français, le dossier d'instruction contient un sous-dossier appelé cote B. Il rassemble les rapports des experts psychiatres, psychologues et de l'enquêteur de personnalité. Ouvrons l'un de ces dossiers. Ondelat raconte. Cote B sur Europe 1. Le 24 mars 2013, à Ambérieu-en-Bugey, dans l'Ain, le compagnon d'Audrey Chabot passe pour l'apéro. Et elle le laisse seul pour aller au bureau de tabac. Et lui, pendant ce temps, se met à préparer le dîner. Et il ouvre le congélateur qu'il n'avait jamais ouvert. À l'intérieur, il découvre 2 paquets, 2 bébés emmaillotés dans un linge. Quand Audrey Chabot rentre, il lui hurle dessus. « Audrey, mais tu es folle? Qu'est-ce que t'as fait ?»« Mais voyons, à quoi tu penses? Ce sont des gigots. » Quand les gendarmes arrivent, Audrey Chabot leur dit « J'ai recommencé. » Procès exceptionnel qui s'ouvre devant les assises de l'Ain à Bourg-en-Bresse. Une mère de 34 ans comparaît pour les meurtres de 2 nouveau-nés retrouvés dans son congélateur. Elle avait déjà été condamnée. Audrey Chabot, c'est son nom, avait étranglé son nouveau-né en 2002. Condamnée à 15 ans de prison, elle était sortie en 2010 et elle va récidiver à 2 reprises. Après sa sortie de prison, il n'y a eu aucun suivi psychologique ou gynécologique. S'il y avait eu un suivi, ça aurait dû être évité. Ce qui me marquera toute ma vie, c'est la récidive. Docteur Patrick Blacher, expert psychiatre. C'est-à-dire que j'ai vu Madame Chabot pour la première affaire en 2002 et en 2004. Et quelques années après, on va découvrir dans le congélateur de Madame Chabot 2 enfants qui s'avèrent être les siens. On se pose d'énormes questions. Est-ce que nous sommes passés à côté de quelque chose lors de la première expertise? Est-ce que nous, la justice, mais aussi nous en tant qu'experts, on a manqué de vigilance, on aurait pu éclairer autrement la justice? À cette époque, on commençait à parler de façon très médiatique du déni de grossesse. Il y a eu d'autres affaires médiatiques d'enfants congelés qui étaient passées par là. Et de fait, est-ce qu'on n'était pas passé à côté de ce déni de grossesse en 2002? Est-ce qu'on n'aurait pas pu mettre en place une surveillance particulière? Donc, ce que je ressens, c'est un peu de la culpabilité. Et donc, immédiatement, avant d'être nommé pour la deuxième affaire, je me replonge dans mes expertises de 2002 et 2004. Ce qui m'a marqué dans ce dossier-là, c'est d'abord le décalage entre les faits et ce qu'elle donne à voir, cette jeune femme. Hélène Dubost, experte psychologue. Elle est plutôt classique, simple, comme tout un tas de jeunes femmes sur la planète. Je n'imagine absolument pas être amenée à la revoir, et encore moins pour des faits similaires. Dans ma carrière, c'est la première fois que je rencontre quelqu'un, je ne sais pas s'il y en a d'autres en France, mais je rencontre quelqu'un à qui on reproche ce type de fait en récidive. Audrey Chabot était détenue à la maison d'arrêt de Lyon-Corbat avec une de mes clientes qui lui a conseillé de faire appel à mes services. Jean-François Canis, avocat d'Audrey Chabot. Je découvre un peu cette notion de déni de grossesse, avec là une particularité, c'est que elle avait déjà été condamnée pour des faits comparables dans le passé.
Donc il y a une équation un peu particulière qui est la récidive et le passage à l'acte à nouveau après une première condamnation pour des faits exactement comparables. Chabot! Parloir, c'est ton baveux! Elle descend, je la rencontre dans un bureau. Je rencontre immédiatement une jeune femme agréable, de bon contact, qui m'accueille très bien, qui se livre sans difficulté, qui est absolument pas dans la défiance à mon égard, qui me paraît très sincère. C'est une jeune femme qui fait, me semble-t-il, 1m60, 1m65, menue, les cheveux châtain blond, courts, un visage plutôt gracieux, plutôt agréable, qui ressemble un peu au contact que j'ai avec elle. Donc dans la présentation, elle a une bonne présentation véritablement, et puis elle est un peu dans sa tenue, un peu dans l'humilité que je ressens, la dévalorisation. C'est pas quelqu'un qu'on sent fier d'elle-même, fier de son physique. Au contraire, on la sent un peu gênée, un peu renfermée, enfin un peu à l'image de ce qu'elle est finalement. En grand questionnement sur elle-même, sur ce qu'elle a fait, en grande souffrance parce que la détention c'est difficile, en grande inquiétude par rapport au procès qui s'annonce. Je trouve qu'elle a une image d'elle-même véritablement gâchée, abîmée, et un rapport à l'autre très agréable parce que très respectueuse, très à l'écoute, dans le dialogue. Donc je rencontre une jeune femme qu'on a envie de défendre parce que on se dit qu'il y a vraiment des raisons d'être à ses côtés. Alors Audrey Chabot, elle a grandi avec ses parents, d'abord à Saintes jusqu'en 1985, puis dans les Landes jusqu'en 1987, et ensuite à Ambérié en Bugey. Jean-François Canis, avocat d'Audrey Chabot. Parce qu'en fait, son père est militaire, et il se déplace de base militaire en base militaire, et donc, comme beaucoup de filles de militaires, elle suit. Elle est la seconde de 3 enfants, elle est entre deux, et elle a de toute évidence du mal à trouver une place, une identité, un lien suffisamment sécurisé, ça c'est certain. Hélène Dubost, experte psychologue. Entre une mère qu'elle décrit comme froide, c'est une mère qui crie, c'est une mère qui peut être violente physiquement, une mère qui claquait volontiers les portes, une mère qui était arrogante, agressive, qui faisait la tête, une mère dont elle avait peur, une mère avec laquelle elle ne dialoguait pas, elle n'échangeait pas, en tout cas pas de manière chaleureuse du tout. Elle ne partageait rien avec sa mère, dont elle dit qu'elle passait son temps à faire le ménage, qu'elle était une maniaque du ménage, à regarder les voisins, à critiquer les voisins. Donc on voit bien qu'elle n'est pas du tout proche de cette mère, alors qu'elle l'est beaucoup plus de son père. Elle va faire une scolarité que je vais qualifier de normale. Elle va aller au lycée hôtelier à Bellegarde sur Vasserine, de 96 à 2000. Elle va rencontrer un homme qui va être le père de son fils. Madame, cette première grossesse, est-ce qu'elle était désirée? Oh non. Non, vous savez, docteur, chez moi, on parlait même pas de contraception avec mes parents. Et comme j'avais peur de décevoir les garçons, je leur demandais pas de mettre un préservatif, voilà. J'avais peur qu'ils veuillent plus de moi. Pourquoi est-ce que vous avez caché cette grossesse à vos parents? Et comment j'aurais pu leur dire que j'avais eu un enfant hors mariage? C'est impensable pour ma mère. Je pouvais pas leur dire. Elle garde cet enfant, elle n'ose pas en parler déjà, pendant plusieurs mois elle n'en dit rien. Elle n'a pas beaucoup grossi, elle sent un petit peu qu'elle a grossi, mais elle n'a pas beaucoup grossi. Elle allait chez les parents de ce jeune homme venait chez elle, chez ses parents, elle vivait toujours chez ses parents bien sûr. Et puis un beau jour, il lui dit de manière brutale, c'est fini.
Alors ça, c'est Audrey Chabot, elle demande rien, elle demande ni explication, elle ose pas, elle ne dit rien. Elle souffre énormément, elle le dit: «C'est mon premier amour, je suis très attachée à lui», elle a pas du tout envie de se séparer. Mais voilà, elle ne demande aucune explication. Elle ne savait pas, dit-elle à l'époque, qu'elle était enceinte. Elle, n'en a parlé à personne lorsqu'elle l'a su. Mais elle dit quand même: «Je le savais dans ma tête. Je m'obstinais, je voulais pas en parler. Je me retrouvais toute seule et j'avais surtout peur de la réaction de mes parents, alors que j'étais pas mariée, que mon copain n'était plus là, m'avait quittée, donc que cette grossesse n'a pas été, suivie» et elle n'en aurait parlé qu'à 5 mois de grossesse. Elle explique qu'un jour, elle était, à l'internat, elle n'est pas allée à l'école, elle est partie toute la journée toute seule, elle a marché dans les rues, en se demandant ce qu'elle allait faire, comment elle allait s'en sortir, qu'est-ce qu'elle allait dire, à qui ou pas dire. Et là, elle est allée voir sa sœur aînée. Je lui ai dit, et on a téléphoné à mon père, j'étais en larmes, il m'a dit qu'il s'en doutait. Et la mère aurait dit: «Oh, c'est pas vrai». Voilà, donc cette première grossesse, elle a pu advenir, à mon sens, parce qu'elle a pu être dite. Elle a eu du mal à le dire, elle s'est beaucoup posé de questions, toute seule, en errant toute la journée, ça a dû être une journée un peu terrible pour elle, mais elle a pu dépasser ça, elle a pu le mettre en mots, le parler, le dire, et du coup, elle a accouché sous péridurale, elle a eu cet enfant, elle a demandé aux géniteurs de le rencontrer après, elle avait fait des photos, elle voulait les lui montrer, il n'a pas voulu les voir, et c'est tout. Au début de l'histoire, Audrey Chabot a un fils qu'elle élève seule. Et elle rêve de lui trouver un père et de construire une vie familiale et de ne plus vivre chez ses parents. Mais elle n'y arrive pas. Pire, l'histoire se répète. 2 ans après la naissance de son fils, elle tombe à nouveau enceinte. Et elle cache cette grossesse à sa mère. Elle a trop peur de sa réaction. D'autant que le géniteur n'est qu'un homme de passage. Et qu'en plus il est étranger. Elle vit chez ses parents avec son premier fils. Ce petit garçon dort dans la chambre de sa mère. Elle explique que dans la nuit du 28 mars 2002, elle s'est réveillée à 4h du matin. C'est les douleurs qui l'ont réveillée. Elle se réveille, elle a mal. Bon, c'est des contractions en fait. Elle n'est pas bien, elle se lève, elle va fumer une cigarette, elle va se recoucher. Elle redort de nouveau, elle se réveille à 6h du matin. Pareil, elle a mal. Elle va encore fumer une cigarette, elle entend passer les éboueurs. Son frère se réveille à cette heure-là, lui demande ce qu'elle fait là. Son père va ensuite travailler, elle va se recoucher, elle dort jusqu'à 8h du matin. C'est là qu'elle va accoucher dans les toilettes du domicile familial. Elle a mal au ventre, c'est particulièrement douloureux. Elle avait eu un premier enfant, mais sous péridurale, donc elle explique bien qu'elle n'avait pas eu mal comme ça. Elle se demande dans un premier temps ce qui lui arrive. Elle souffre énormément, et là, sa mère se lève, et elle a l'enfant. La mère lui dit: il faut couper le cordon. Elle dit qu'elle donne l'enfant à sa mère en lui disant: écoute, tiens, prends-le, fais-en ce que tu veux. Et la mère sera allée chercher un sac plastique, un sac poubelle, et l'aurait mis dedans. Elle n'a plus su après ce qu'elle en avait fait. Elle n'a plus osé demander à sa mère, qui lui fait très peur. Et la mère l'aurait déposé près de la maison familiale, le long d'une ruine. Sa mère, plus qu'elle, à mon avis, va décider qu'il ne faut pas garder l'enfant, qu'il faut le tuer, qu'il faut cacher le corps et qu'il faut absolument cacher la naissance de cet enfant. Et la mère, à mon sens, va prendre toutes les initiatives et Audrey Chabot va suivre, parce qu'elle est dans un rapport très particulier avec sa mère, tout ce que cette dernière va lui dicter et ces conditions dans lesquelles elles vont tuer cet enfant. Malheureusement, Audrey Chabot va faire une hémorragie importante et les choses vont être révélées assez rapidement. Et elles vont être poursuivies toutes les deux et condamnées très sévèrement toutes les deux. 18 ans pour la mère, 15 ans pour Audrey Chabot. La mère semble quelqu'un comme très froide. Docteur Patrick Blacher,
expert psychiatre. Et ce qui a frappé Audrey, c'est que immédiatement après les faits, sa mère était plus occupée à faire le ménage que perturbée par ce qui venait de se passer. Et donc, dès les premiers temps, je me rends compte qu'il y a chez Audrey une grande vulnérabilité, mais quelque chose d'un peu humain qu'on ne retrouve pas vraiment dans le discours de la mère, qui a l'air d'une froideur extraordinaire. Donc, je ne dis pas qu'Audrey apparaît comme une victime, mais dans ce duo mère-fille, on a l'impression que la mère a manqué de limites et que la fille, ayant eu des propos extrêmes, a été prise au premier degré par sa mère. Donc, on pourrait presque imaginer qu'Audrey a été un peu dépassée de par son immaturité, de par le contexte spécifique de l'accouchement à domicile. Vous savez, docteur, j'avais compris que ma mère avait tué le bébé, mais ce qu'elle en avait fait, je savais pas. Et ça m'a longtemps obsédé. J'en dormais plus la nuit. Mais c'était trop dur d'en parler à ma mère. J'arrivais pas à lui poser la question. 6 ans plus tard, Audrey Chabot obtient une libération conditionnelle. 2 ans plus tard, elle est à nouveau arrêtée pour les meurtres de 2 de ses nouveau-nés. Ce qui a été peut-être un peu défaillant, je ne dis pas que ça aurait évité la récidive, c'était le suivi psychologique et psychiatrique d'Audrey Chabot à sa libération. Docteur Patrick Blacher, expert psychiatre. Qui a mystifié l'entourage des services sociaux en faisant croire qu'elle suivait un psychiatre. Elle avait trouvé un travail, elle était serveuse dans un bar. Hélène Dubost, experte psychologue. Et elle a rencontré un homme qui était divorcé, qui avait 2 grandes filles adolescentes. Un homme qui ne la traitait pas bien, qui présentait une certaine addiction à l'alcool, qui était, dit-elle, violent avec elle. Les exemples qu'elle donne de leur relation ne montrent pas qu'il avait une grande affection pour elle. Elle avait un appartement, lui avait le sien, elle était souvent chez lui. Bien, elle aurait aimé vivre avec cet homme, elle voyait bien que lui n'en avait pas du tout envie. Il n'avait pas du tout envie d'enfants parce qu'il avait déjà 2 grandes filles. Et la relation ne se passait pas très bien. C'est à mon avis une relation très équilibrée, je crois qu'elle est très amoureuse. Jean-François Canis, avocat d'Audrey Chabot. Qu'elle aimerait vivre avec lui, le voir souvent, aller au restaurant avec lui, avoir une vie avec lui comme on peut avoir avec un homme, et pas être celle qu'on rencontre en cachette, ou presque, pour avoir des rapports sexuels. Alors, madame, racontez-moi comment vous vivez avec votre compagnon. Oh ben, j'ai une vie simple. Je suis serveuse dans un bar. Mon compagnon, je l'aime, mais je trouve quand même de pas connaître ses amis. On sort jamais ensemble. J'ai un peu l'impression qu'il me cache. Je suis comme coupé du monde. Il me voit que pour le sexe, quoi. Il a un caractère fort, faut dire. Et moi aussi. On se dispute souvent. Pour vous dire, le dimanche, quand il buvait, il était agressif verbalement. Une fois, il m'a même attrapé par la gorge. Pourvu qu'on l'aime, elle est capable d'accepter beaucoup. Elle accepte sans limite. Pour qu'on l'aime, pour qu'on ne l'abandonne pas. Donc c'est sans doute pour ça qu'elle est restée avec cet homme. Parce que, au fond, quand on regarde son parcours, par qui a-t-elle été aimée, cette jeune femme? Pas vraiment par les hommes qu'elle a rencontrés, en tout cas. Je pense qu'elle n'a pas eu de chance dans ses rencontres masculines. Et vous savez, il y a des femmes qui choisissent toujours le mauvais. Audrey Chabot, elle n'a pas de chance. Elle rencontre que des mecs qui finalement s'intéressent pas vraiment à elle, l'aiment pas vraiment, l'apprennent comme ça parce qu'elle leur plaît physiquement, parce que ils font l'amour avec elle, et puis on a l'impression que au-delà, il n'y a rien. Pour ça que je pense que si elle avait rencontré la bonne personne, qu'elle avait été enceinte d'un homme qui l'avait vraiment aimée, elle aurait eu une grossesse normale. Parce qu'elle aurait eu une grossesse qui n'aurait pas été honteuse, qui n'aurait pas été culpabilisée,
qui aurait été connue aux yeux du monde parce qu'elle aurait grossi et elle n'aurait pas commis de néonaticide. Elle est murée en elle-même, la parole est verrouillée. La 3e et la 4e grossesse ont été des grossesses qui n'ont pas été vues par l'entourage. Elle travaillait dans un bar, il y avait une caméra, on voyait bien qu'elle n'avait pas grossi. Donc même son compagnon, le géniteur des 3e et 4e enfants, avait des relations intimes avec elle. Et je crois qu'il a témoigné en disant qu'il n'avait pas du tout vu qu'elle avait pris du poids et qu'elle était enceinte. Le 24 mars 2013, le compagnon d'Audrey Chabot passe chez elle pour prendre un apéritif. Et en préparant le dîner, il découvre dans le congélateur 2 bébés emmaillotés et congelés. Madame, est-ce que vous pouvez nous relater, la provenance de ces bébés découverts dans le congélateur ? Oui. Le premier est né en octobre 2011. C'était moins d'1 an après ma sortie de prison. Le père, c'est mon compagnon actuel. Mais il sait rien de cette grossesse et de cet accouchement. J'ai accouché seul chez moi, dans les toilettes. Ça a été très vite, 5 minutes. C'était un garçon, il pleurait. Je l'ai pris dans mes bras. Je me souviens plus de quelle façon j'ai coupé le cordon. Je l'ai gardé avec moi 2 jours, 3 jours peut-être. Mon compagnon, il a rien vu parce qu'il vit pas avec moi. Et voilà, la journée, je partais travailler, je laissais le bébé seul à la maison. Je savais pas quoi faire. Et j'ai pris la pire des décisions parce que je savais que mon compagnon voulait pas d'enfant avec moi. Elle décide de s'en débarrasser, de lui ôter la vie, comme elle dit. Elle l'emmaillote, elle le met dans le bac à douche, elle fait couler l'eau et elle part. Elle part en voiture et elle revient quelques heures après. Il est mort, évidemment, et elle le met au congélateur. Et elle va réitérer ce même scénario 1 an après. Madame, comment s'est déroulée cette naissance ? Celle du 2e bébé. C'était 1 an après le premier. Et cette grossesse, je l'ai aussi cachée à tout le monde. Toujours pour les mêmes raisons. Parce que c'était un enfant de mon compagnon et qui veut pas d'enfant avec moi. Enfin, je suppose, parce que on n'en a jamais parlé ensemble. Comment est-ce que vous avez accouché cette fois-là ? Comme la dernière fois, toute seule. Chez moi. C'était encore un garçon. Il a pleuré quand il est sorti. J'ai coupé le cordon avec des ciseaux. Je l'ai pris dans mes bras. Et puis je commençais tôt le travail, alors j'ai décidé de le tuer tout de suite. En le voyant sous la douche. Et après, je l'ai emballé dans un sac poubelle. Et je l'ai placé au congélateur à côté de l'autre bébé. Et personne ne les a jamais découverts, jusqu'à hier. Elle vit ses grossesses complètement culpabilisée. Et tellement culpabilisée que la naissance est devenue quelque chose d'impossible. Et c'est tellement insupportable qu'il y a une négation de cette grossesse. Elle l'oublie. Elle n'existe pas physiquement, elle n'existe pas aux yeux du monde, donc elle n'existe pas, cette grossesse. Et le passage à l'acte, pour moi, il est complètement conditionné par cet état psychologique. Finalement, être enceinte, c'est être coupable de quelque chose. C'est pas un heureux événement. C'est le contraire. Elle avait conscience que c'était des êtres humains. Lorsqu'on lui pose la question, pourquoi ne pas les avoir enterrés, par exemple ? Elle dit, et pourquoi ne pas la croire d'ailleurs, que tous les jours, elle mettait sa main sur chacun des enfants. Alors elle dit qu'elle leur demandait pardon. Mais c'est peut-être là la nature la plus pathologique de Madame Audrey Chabot, c'est que ces objets qu'elle a mis au monde, parce que pour elle c'était quand même pas des sujets, elle avait un attachement, mais comme on l'a quand on est enfant vers une poupée cassée qu'on n'oserait pas jeter.
Madame, vous saviez assez tôt que vous étiez enceinte? Vous pensiez que votre compagnon ne voulait pas de bébé? Vous auriez pu avorter. Pourquoi ne pas l'avoir fait? Je voulais pas avorter. Je voulais garder ce bébé pour moi. J'ai jamais avorté. J'ai commencé à prendre la pilule à ma sortie de prison, mais je la prenais de manière décousue. Je me sens heureuse quand je suis enceinte, vous savez. Je me sens protégée. Protégée de quoi? Je sais pas. Peut-être de moi-même. J'avais plus le droit d'être enceinte. J'étais une meurtrière. La prison l'a pas arrangé. Mais il y a quelque chose qui est particulier chez Madame Chabot, qu'elle dit à plusieurs reprises, c'est qu'elle aime bien l'état de grossesse. Alors, ça peut peut-être surprendre certaines auditrices qui n'ont pas forcément un très bon souvenir de leur grossesse, mais qui ont bien apprécié d'être mère. Elle, c'est un peu le contraire. C'est-à-dire qu'être mère, c'est pas quelque chose qu'elle est capable de faire. Elle a été capable une fois, mais elle n'a pas été capable après. Mais par contre, elle aime bien la grossesse. Donc, je dirais pas jusqu'à de toxicomanie à la grossesse, mais en tout cas, c'est un état qu'elle apprécie, et ça, elle le dira à plusieurs reprises. Code B13. Expertise psychiatrique du docteur Patrick Blacher. Lors de nos premières rencontres avec Madame Chabot pour la première affaire, nous lui avons demandé si elle avait des antécédents d'agression sexuelle. Elle nous avait répondu par la négative. Aujourd'hui, Madame Chabot dit ne plus avoir honte et oser parler des faits d'agression dont elle aurait été victime de la part de son grand-père maternel, qui est maintenant décédé. Elle nous dit: on allait en vacances à la ferme de mes grands-parents, on faisait la sieste, j'avais moins de 10 ans, ça n'était que des attouchements, il me touchait le pubis et aussi prenait ma main pour le mettre sur son pénis. Je n'osais pas en parler. Je pensais que personne n'allait me croire. La question qui se pose à l'expert, c'est est-ce qu'on peut mettre en relation ces faits avec son trouble de la personnalité? La réponse, oui, mais pas uniquement. C'est-à-dire qu'elle a déjà une mère qui était pathologique et surtout pathogène. Et si ces faits sont exacts, ça n'a pu que contribuer à sa personnalité fragile, puisque c'était dans un domaine intrafamilial et que sa famille n'a pas pu la protéger de ces violences. 2 ans après la découverte des 2 bébés congelés, Audrey Chabot comparaît devant la cour d'assises de Bourg-en-Bresse. Faites entrer l'accusé. Elle est refermée sur elle-même. Je ne sais pas comment on peut décrire un corps qui se resserre sur lui-même, avec les membres croisés, ou en tout cas les bras qui ont du mal à trouver leur place, parce qu'elle est tellement mal qu'elle ne sait pas exactement comment elle doit se tenir. Jean-François Canis, avocat d'Audrey Chabot. Très souvent, le regard porté vers le sol, la tête baissée, un regard gêné, un regard coupable, un regard honteux. On a véritablement une jeune femme qui vit un calvaire, hein, littéralement. Chaque apparition dans cette salle qui est comble, parce qu'il y a non seulement des journalistes, des curieux, mais également des étudiants, beaucoup, je crois qu'il y avait des étudiants qui s'étaient déplacés, il y en avait beaucoup là, qui venaient poser des questions. Donc il y a vraiment une salle bien pleine, et elle est véritablement celle qu'on regarde, celle qu'on observe, un peu la bête de cirque, et ça c'est quelque chose d'insupportable pour elle. Mère déjà condamnée pour infanticide. Une mère infanticide récidiviste jugée aux assises. Jean-Luc Boujon, vous suivez ce procès pour Europe 1. Elle est accusée donc du meurtre de 2 autres nouveau-nés. J'arrive très mal parce que je me dis je suis là pour éviter le pire. L'ambiance autour du procès est tellement dure. Quand je rentre dans le box pour aller la voir, il y a les gendarmes qui sont là. Il y en a un qui me dit, si vous évitez perpétuité, bravo. Vous ne connaissez pas, moi, ce garçon-là. Je lui dis bonjour, il me dit ça. Bon. Je lui dis, j'espère bien. Donc on est dans cette ambiance-là, quoi, où finalement, on vient un peu à l'abattoir.
Audrey Chapeau est apparue très affectée. Sa mère lui avait dit « je recommencerai pas » et lui avait fait des promesses. À l'évidence, une double personnalité. Après son premier infanticide en 2002, elle ne se sentait plus digne d'être mère. On nous assomme d'idées selon lesquelles c'est la première fois qu'il y a un état de récidive en France sur ce type de fait, ce qui est faux. Et véritablement, je sens une hostilité, un avocat général véritablement, mais qui est là pour faire condamner au maximum, qui est pas du tout là pour tenter de comprendre, pas du tout, qui est là au contraire pour contrer tous les éléments qui pourraient être favorables à Audrey Chapeau, y compris l'altération du discernement. C'est-à-dire que les experts psychiatres qui viennent parler du déni de grossesse, on va presque jusqu'à les tourner en ridicule. Moi, je me rappelle du président qui, après la déposition des experts parisiens qui m'étaient quand même favorables, va dire « Ouh là 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 là, nous, les jurés, moi, on comprend rien à tout ça, le déni de grossesse. Nous, on comprend rien. Nous, on est simples. Hein. On est des gens simples. » Et l'avocat général est bien évidemment complètement sur cette ligne. Donc, je me dis que ça va très très mal se passer. Prends la parole pour dire ça. Elle m'évoque la plus grande pitié. Je la plains autant qu'on peut plaindre quelqu'un. Enfin, je défends pas une criminelle pour moi. Hein. Je défends quasiment une victime. Hein. J'étais beaucoup là-dessus, moi. Beaucoup sur le déni de grossesse, sur la difficulté de la grossesse. J'avais d'ailleurs, la veille de ma plaidoirie, acheté un livre sur la grossesse, sur la difficulté d'être enceinte. Et bon, j'en avais beaucoup parlé dans ma plaidoirie, mais j'ai bien conscience que pour une femme, être enceinte, c'est pas un truc forcément simple et heureux, et que c'est beaucoup plus complexe que ça. Voilà. Donc moi, j'étais pas du tout dans le jugement. Et puis, un homme qui sait pas ce que c'est qu'une grossesse, il doit forcément être humble parce que je pense qu'il lui manque des cases de compréhension. La cour! Dans son cas, on peut éliminer formellement l'hypothèse de grossesse. Docteur Patrick Blacher, expert psychiatre. Ça ne correspond pas du tout à ce qu'on constate chez les femmes qui ont un déni de grossesse, notamment jusqu'à l'accouchement. Le déni de grossesse existe, mais Madame Chapeau avait conscience d'être enceinte avant de mettre au monde ses enfants. Derrière ces histoires dramatiques se cache une femme à la personnalité extrêmement fragile, et on retrouve ce qui a été décrit par des chercheurs sur ces grossesses secrètes. Ce sont des femmes qui vont être amenées à commettre des néonaticides, donc à tuer leurs enfants à la naissance, alors qu'en fait elles savaient très bien qu'elles étaient enfantes. Et on retrouve de façon systématique le type de personnalité très fragile, impulsive, narcissique qu'avait Audrey Chapeau. Et c'est peut-être ça qui était le plus important à dire à la cour d'assises, c'est qu'il fallait plus chercher derrière sa personnalité que derrière une grossesse, un lien avec les faits. Audrey Chapeau est condamnée à 23 ans de prison. Elle fait appel de ce verdict. En juin 2016, Audrey Chapeau est rejugée à Lyon. Alors on arrive à Lyon dans une situation complètement différente. On a compris avec Audrey Chapeau qu'il y a un problème, c'est la récidive. La question qui est sur toutes les lèvres est de savoir si cette jeune femme ne va pas à nouveau tomber enceinte et à nouveau tuer le bébé qui naîtra. Et donc on va faire quelque chose, enfin elle va faire quelque chose, non pas uniquement sur mes conseils, comme certains l'ont dit, mais sur les conseils de médecins qu'elle va rencontrer, de l'entourage, l'assistante sociale, elle va énormément consulter et elle va faire une ligature des trompes. Donc on élimine toute la question sur la récidive. Ça c'est la première chose quand on arrive à Lyon. Donc on arrive à Lyon dans un meilleur état d'esprit parce que déjà avant le procès il y a moins de publicité, la presse s'intéresse moins, ce qui est bien pour nous. On arrive dans une ambiance qui est quand même bien meilleure. Ensuite, on se sent plus préparé, parce que il y a eu le premier procès qui a été riche d'enseignements, et ça, dès le premier jour, je sens que les choses se passent mieux. C'est pas du tout la même ambiance, à tout niveau. Ça, c'est une évidence. Elle s'exprime mieux. C'était essentiel qu'elle existe. Le problème de Audrey Chapeau, c'est de savoir si elle existe.
quelle place elle occupe dans l'existence. Et quand quelqu'un l'écoute, brusquement elle existe. Quand elle dit quelque chose sans voir en face d'elle une personne qui sourit, qui soupire, qui lève les yeux au ciel, mais au contraire quelqu'un qui l'écoute attentivement, bien évidemment, elle va beaucoup mieux que lorsqu'elle a l'impression d'inspirer uniquement la honte, le dégoût et la moquerie. Donc c'est sûr que le fait d'être écouté, ça a été fondamental. Oui. Maître Canis, vous avez la parole pour la défense d'Audrey Chabot. Tout d'abord, mesdames et messieurs les jurés, faites honneur à votre serment. La colère publique n'a pas sa place dans une enceinte judiciaire. Retenez-vous. Jugez une femme qui a agi par désespoir. Une femme qui n'avait aucune haine à l'encontre de ses enfants. J'ai beaucoup utilisé la jurisprudence. Il y en a une qui en a tué 8, elle a eu 8 ans, je crois, elle était défendue par Berton, sans doute très bien. Mme Courgeot qui en a tué 3, qui était condamnée à 8 ans, elle était aussi très très bien défendue puisque c'était Leclerc. Ce sont des cas de réitération supérieurs à nous ou équivalents à nous. Donc ayez en tête ces jurisprudences-là. En appel, Audrey Chabot écope de 10 ans de prison de moins qu'en première instance. Elle est condamnée à 13 ans.